Okay, so good afternoon. Now we change to English because I have never studied French. So it would be a bit too risky for me to speak in French here. But I have a translator, interpreter here, Marie Paul. So thank you. So my name is Jenni Alisari and I come from Finland and I'm very happy to be invited to be here today with you. Donc, je vais parler de Yéli qui m'a demandé de traduire pour elle, puisqu'elle se sent en insécurité en français. Okay, but I have some questions here because uh, the presentations today were really interesting. And we have also been working with Binogi and pre-service teachers and also some in-service teachers in Finland. So my questions arise from this background. Yéli nous expliquait qu'elle a également travaillé avec Binogi en Finlande et ce qui l'a amené à proposer des questions qui vont suivre. I was really attracted by this idea that we really have to include content, pedagogy, and technology all together. And I'm thinking that teacher educators have a real significant. Elle a été notamment marquée par la nécessité d'associer à la fois le contenu pédagogique et le contenu disciplinaire dans la pratique autour de... Non. Donc, de bien intégrer à la fois le contenu disciplinaire et la pédagogie. And we know, based on many studies, that teachers know the theory and they have really positive attitudes towards multilingualism. But still, we see that multilingual pedagogies are not always happening in the classrooms. Même si nous savons que les enseignants ont des attitudes positives envers le multilinguisme et connaissent également les contenus disciplinaires, ils... quelle est la dernière Donc, même s'ils sont pour les approches plurilingues, malgré tout, ils ne passent pas à l'acte et n'implantent pas forcément ces approches plurilingues dans la classe. And one more thing that we have really seen that there is a clear connection between teachers' training and their pedagogies, but there is not so strong connection when it comes to using multilingual pedagogies. Training in general. Who wants to translate? Maybe. Okay. Ce qu'elle a noté, c'est que dans les cours de formation initiale, la pédagogie est très connectée avec la pédagogie implémentée par les enseignants, mais dans le cadre de multilingualisme, dans le cadre du multilinguisme, la pédagogie n'est pas connectée avec le cours de formation initiale. And there comes the first question. So what do you think? How could we improve this situation? How could we increase the use of students' languages in the classrooms if the teachers already know that it's good, if they somehow even have access to Binogi or some other materials, but they do not use it? So what should happen? Donc, la question de Yéni est finalement comment on peut faire si les enseignants sont en accord avec les approches plurilingues, mais que finalement, dans leur pratique, ils ne les mettent pas en place. Merci Yéni pour cette question. Je pense que c'est la question à $1 million. Si on avait la réponse, on serait vraiment très heureux. Mais moi, je crois dans l'effet domino. Je crois que un enseignant formidable, et on en a eu 2 ce matin, qui osent, qui ont du courage, qui y croient et qui, contre vents et marées,
implantent ces pratiques. Tous les deux, vous avez vu, tous les deux, ils ont implanté Binogi dans plus de 10 classes, c'est ça que vous avez dit? Avec plus de 10 classes. Donc, ça fait 300 élèves si on compte 30 élèves par classe. C'est énorme. Et ça fait 300 élèves heureux de plus. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et donc, les enseignants, c'est contagieux. Ils vont bien voir que les élèves sont heureux dans leur classe. Et donc, je crois à cet effet. Donc, j'ai commencé ma carrière en essayant de soutenir les enseignants qui étaient le moins convaincus. Et puis, j'ai complètement changé de bord. Maintenant, je pense qu'il faut soutenir les enseignants qui y croient, qui veulent travailler avec nous et qu'on travaille main dans la main et qu'ils comprennent qu'on n'est pas leurs ennemis, nous, les chercheurs. Au contraire, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que sinon, on n'aurait aucune raison d'être là, aucun d'entre nous. Mais que quelque part, peut-être, ils ont besoin de nous aussi. Donc, il faut qu'on travaille plus ensemble, en réciprocité, pour améliorer la situation, mais qu'il n'y a pas de solution miracle. Comme ça a été dit ce matin, les langues, même les langues, Binogi et même les langues, ce n'est pas le médicament miracle. Non, il faut que c'est une très belle ressource, même je dirais une ressource extraordinaire. On en a vu toute la potentialité aujourd'hui, mais si elle est bien utilisée. Dans le programme de master de l'enseignement, nous sommes responsables d'utiliser toutes les politiques qui nous proviennent du ministère de l'Éducation. Et les politiques pour l'enseignement du français ou de l'histoire ou des arts n'incluent pas une notation spécifique sur le multilinguisme, l'utilisation de diverses langues en salle de classe. Alors, vous avez vu dans les données de la France, dans nos données, que les étudiants sont concernés. Les futurs profs sont concernés, mais aussi les professeurs dans les écoles accréditées par la province se réfèrent souvent à ces documents. Alors, si on veut qu'il y ait un vrai changement en profondeur, il faut vraiment aussi travailler avec le ministère et voir que les langues, ce n'est pas simplement une matière à enseigner, mais c'est quelque chose dont on se préoccupe dans chaque salle de classe. Alors, Yenny a posé une très bonne question, mais c'est vrai que le préalable, ce serait que les enseignants aient envie d'implémenter des pédagogies qui soient plurilingues, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, ce qu'on a essayé de faire aussi dans le contexte français, c'est de déconstruire, grâce à Binogi, un certain nombre de préconçus et de mythes liés au plurilinguisme. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de dire, regardez, en utilisant Binogi, on se rend compte de toutes les potentialités pour les élèves, d'utiliser des langues familiales, d'utiliser des langues apprises dans d'autres contextes, de pouvoir travailler sur les spécificités des notions mathématiques dans la langue de scolarisation, que ce soit en anglais ou en français. Donc, ce que je pense, c'est qu'en réalité, en proposant Binogi, on attaque aussi les représentations pour les déconstruire. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Et ça permet aussi, ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, de brancher toutes les théories sur l'intérêt de pédagogie et d'approche plurilingue. Donc, on sait très bien que des fois, dans des cours classiques, on propose les approches théoriques avec les bibliographies et après, on propose des outils qui peuvent les soutenir. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire je propose l'outil, je regarde ce qui se passe avec les élèves et ensuite je rebranche les théories derrière. Et ça dépend des enseignants. Certains enseignants sont plus à l'aise à dire je suis sécurisé par les théories et après je mets en place l'outil et j'ai confiance que c'est positif pour les élèves. Mais il y a des enseignants, ils ont d'abord, c'est comme Saint Thomas, j'ai besoin de le voir pour le croire et changer mes représentations. Et c'est par les pratiques que ça va avoir un impact sur les représentations. Donc je pense que jouer sur les deux niveaux, ça peut être très intéressant. Et Binogi, c'est comme la classe inversée, j'ai envie de dire, ça nous permet à la fois de partir soit des théories, soit de partir de la pratique. Donc, c'est un peu comme on veut dans nos cours et on peut travailler sur les deux en même temps pour toucher un maximum d'enseignants.
Tu me fais penser à quelque chose. En fait, nos ambassadeurs de tout ce qu'on enseigne et ce qu'on prêche, en fait, ce sont nos étudiants qui sont enseignants déjà dans des écoles. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Douglas en est un. Et il y en a d'autres. Dania, qui est chercheuse avec nous, est aussi sous-directrice d'une école. Voilà. Donc, cette double implémentation est une valeur sûre. En tout cas, elle l'a été pour la recherche. Thank you. I think I understood most of the responses. One kind of very important question. So we have this brilliant platform, Binogi. And in Finland, we also have the Finnish language in it. So we are able to use it. But the thing is, how to really get the municipalities to believe in it? So what is the magic word? We have been talking about research. We have been talking about learning outcomes, and the Finnish curriculum also says that all the students' languages are resources for learning. So we have all the prerequisites, but still it doesn't really succeed in there. So what should we tell to the municipalities? So what do you intend by municipalities? Are the communities, school boards? I think I was not part of the panel. Why do you want me to answer that? Mais pour... Non, she asked me to answer. Pourquoi veux-tu... Je peux, mais je ne suis pas dans ton panel. Donc, en fait, Kenny nous questionne quant à cette merveilleuse plateforme qui est aussi en Finlande traduite en finnois, mais qui n'est pas utilisée par les communautés. Et donc, quel serait le mot magique pour finalement les engager dans l'utilisation de cette merveilleuse plateforme? En Ontario, les conseils scolaires doivent avoir une approbation pour l'utilisation de différentes plateformes. Et puis, c'est très, très politisé parce que chaque plateforme, évidemment, représente une compagnie où il y a des bénéfices et il y a une grande compétition. Alors, même si Binogi a fait beaucoup, beaucoup pour nous en éducation sans charger un sou, on est vu comme élément, comme une compagnie et pas une pédagogie nécessairement. Et on est en compétition avec beaucoup de grosses compagnies et il y a beaucoup de tension à ce niveau. Je suis assez d'accord avec ce que dit Antoinette. D'abord, il y a la question monétaire. Enfin, pour être au Conseil supérieur des langues dans mon ministère de l'Éducation nationale en France, c'est vrai que la question de l'argent est primordiale. Donc, est-ce que c'est un outil qui va coûter de l'argent ou pas au ministère ou au rectorat ou aux écoles qui vont l'utiliser? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aussi gracieusement offertes par Binogi. Donc, ça, c'est aussi un point positif pour convaincre, j'ai envie de dire. Alors, nous, ce n'est pas les conseils scolaires, ce sont les rectorats, mais ça revient à peu près au même. Et puis, la deuxième chose, c'est si on arrive à montrer que ça permet de développer les compétences dans les STEM, alors là, je pense que ce sera vraiment un point très positif. Parce que je ne pense pas qu'on arrivera à les convaincre en priorité sur les langues et sur le fait, malheureusement, sur la question de l'équité. Je pense qu'ils vont être davantage sensibles au fait que les élèves vont monter en puissance dans les compétences des contenus disciplinaires sur les STEM. Et ensuite, évidemment, qui est la question de l'équité, etc., ce sera un autre argument, mais je pense qu'ils seront davantage sensibles, en tout cas en France, sur les contenus disciplinaires, surtout que sur PISA, peut-être vous l'avez noté, mais en mathématiques, évidemment, les résultats sont assez catastrophiques en France, oui. Et en plus, il y a une désaffection des postes de professeurs de mathématiques, c'est-à-dire que nous avons davantage de postes à pourvoir en mathématiques dans le secondaire que de candidats qui veulent pourvoir les postes. Et donc là, au concours,
qui est très difficile, hein, et les notes sont souvent parfois en dessous de la moyenne pour devenir professeur de mathématiques, mais je crois que la moyenne cette année est à 5/20. Avec 5/20, vous pouvez enseigner les mathématiques aux élèves. Euh, oui, à cause de la pénurie. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, donc je pense que la question disciplinaire est primordiale. Oui, il y a effectivement de ça. Après, je vais faire le pessimiste du panel, mais on l'a évoqué hein, quand même. Hein. En France, on a des représentations très figées, trop figées sur comment on doit apprendre, ce qu'on doit apprendre. Et puis, il y a des catégorisations sociales qui existent, en fait, tout simplement. Nathalie, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que tu travailles sur ces questions. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il existe des sortes de fractures. Alors, Emmanuel en a parlé, entre les enseignants et les chercheurs. Hein, on a des cultures éducatives et des conceptions qui ont parfois du mal à dialoguer. En France aussi, c'est un souci. Moi, j'ai fait de la formation de formateur pour l'éducation nationale pendant des années, et il y avait bien un fossé en fait entre tout ça. Et après, il y a aussi le fossé avec le politique. Ce qui se passe en France, c'est qu'aujourd'hui, avec le politique, ça va mieux. Alors, ce n'est pas grâce au Conseil supérieur des langues, qui a le mérite d'exister au moins depuis peu. Hein. Ce qu'on appelle l'inspection générale, par exemple, et puis les inspecteurs d'académie, par exemple, qui sont les relais entre le ministère et puis la recherche, nous prêtent une attention qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Là où ça a beaucoup de difficultés, là où on rencontre les grosses difficultés, c'est pour descendre au niveau de la classe, avec les enseignants de classe. Alors, évidemment, on a le levier de la formation initiale, comme on l'a montré cet après-midi, avec les enseignants de mathématiques. Si on les prend dès le départ, on peut espérer obtenir des résultats relativement intéressants. Je dis on peut espérer parce que moi, j'ai vu beaucoup de jeunes enseignants, plein de certitudes, avec des avis très tranchés et dont nos cours ne faisaient pas beaucoup évoluer leur représentation. C'est-à-dire que ce n'est pas les plus anciens non plus, hein, qui sont les plus conservateurs. On a des jeunes conservateurs également dans l'éducation en France. Et ce que je voulais ajouter, c'était simplement la majorité des enseignants. La majorité des enseignants, c'est ceux qui sont en poste et qui, en principe, devraient bénéficier d'une formation continue, régulière, avec une part d'auto-formation, avec une part de formation par des formateurs de formateurs comme nous, comme des chercheurs, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas optimal, pour être poli, actuellement. Je vais juste vous donner une toute petite indication. Il y a une revue pédagogique écrite par des chercheurs, mais qui font l'effort de vulgariser, de faire des publications d'interface, comme on dit, avec des articles courts, qui s'appellent les cahiers pédagogiques, et qui s'intéresse pour tous les élèves de 3 ans à 18 ans, finalement, dans le système français. Il y a 1 million d'enseignants en France. 1 million, 900 000, 950 000, presque 1 million d'enseignants. C'est une revue qui tire à 5 000 exemplaires. Alors, peut-être que tout le monde va à la bibliothèque pour lire la revue. Hein. Mais moi, ça, et je l'ai vu quand j'étais en classe, et que j'en discutais avec mes collègues ils me disent, mais moi j'ai tellement de travail toute la journée que le soir et les vacances, j'ai pas envie de remettre encore, de m'ajouter des couches supplémentaires. Et là, je pense qu'il y a matière à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut toucher cette majorité des enseignants qui sont en poste, qui, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, après ils suivent leur carrière, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts particuliers. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup qui font énormément d'efforts. Hein. Ce n'est pas du tout contre les enseignants que je dis ça, hein, parce qu'ils sont vraiment, des fois, pas très bien traités. Mais je pense que là, il faut réfléchir à trouver de nouvelles entrées et pour pouvoir les motiver, en fait, à être réceptifs à tous nos discours. Tout petit mot, j'ai le droit? Ouais. Je comprends pourquoi tu parlais des municipalités, parce qu'aux Pays-Bas, on dépendait beaucoup des municipalités. Je pense qu'ici, on parlerait plutôt des conseils scolaires. Ce sont les conseils scolaires qui décident ici pour les écoles.
Et en fait, je n'ai pas très envie d'en parler parce que ça a été assez désagréable. Ça peut être parfois… et c'est vrai que c'est vraiment une barrière. Mais j'ai envie de dire, ils ne sont pas passés par nos cours. Donc, eux aussi, ils ont besoin de comprendre. Et comme disait Nathalie, ce qu'on propose, c'est souvent contre-intuitif. On leur dit, tu vas voir, il va mieux réussir si tu leur permets d'apprendre dans une langue qui n'est pas la langue qu'ils doivent apprendre. Je veux dire, c'est très contre-intuitif ce qu'on leur demande. Donc, ça demande un enseignement. Donc, je pense que le genre de choses qu'on fait aujourd'hui, à condition que certains viennent et certains viennent, peut porter beaucoup de fruits. Donc, on apprenne à s'écouter, à parler le même langage. Moi, ce qui m'a marqué dans mes recherches, c'est que très souvent, on ne parle pas la même langue, les décideurs et les chercheurs. S'écouter, se comprendre et se faire confiance. On veut tous, finalement, la réussite et le bonheur des élèves. Ça sonne un peu idiot de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà, donc, merci pour ta question, Yannick. Puis je pense qu'il faut qu'on wrap up. Merci. Merci, Yannick. Merci, Marie-Paul. Alors, je voudrais juste remercier les membres du panel pour la journée d'aujourd'hui. Donc, Jérémy, Nathalie, Antoinette, allez, Marie-Paul et Yannick aussi, Alex et Jean-Didier, Douglas, où est-ce qu'il est? Merci. Et j'oublie personne? Non? Qui ont participé, qui ont… Carole, oh, Carole, bien sûr, qui ont beaucoup travaillé pour préparer cette journée et vous présenter ces résultats. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, qui nous ont fait confiance, aussi bien en ligne que sur place. Et puis surtout, annoncer la journée de demain. Alors, demain, la journée sera en anglais, traduite en direct en français. Vous voyez, on est à la fois équitable et égalitaire. Et elle sera introduite par une conférence principale du professeur Jim Cummins, qui était avec nous toute la journée aujourd'hui, suivie par une intervention d'un directeur d'école qui a participé à la recherche. Et puis, donc, même schéma qu'aujourd'hui. Et puis, après ça, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, nous passerons à des ateliers. Donc, n'ayez pas peur, ça va être très sympa. Il y a toute une équipe ici qui vous a préparé des activités extraordinaires pour mieux comprendre comment travailler ensemble quand on est prof de langue ou quand on est prof de maths ou de sciences. Et puis, pour mieux comprendre aussi comment travailler avec les familles. Voilà, et puis encore de grandes discussions où tous ceux que vous avez entendus aujourd'hui ou non seront inclus. J'ai oublié quelque chose? Oui? Merci. Merci. Je ne suis pas sûre qu'en ligne, ils aient entendu. Mais Carole, alors moi, je suis assez nouvelle arrivante ici. Ça fait que 6 ans. Donc, ma compréhension est encore très limitée. Donc, merci, Carole. Carole soulignait l'importance de l'ordre des enseignants sur les décisions politiques, hein, parce que politique, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'organisation de la société. Et la société, elle commence à l'école. Donc, voilà. Merci de l'avoir rappelé, Carole. C'était très important. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore un grand merci pour toutes les petites mains derrière qui nous ont servi du café, du thé, à manger, donné des magnifiques étiquettes. Les collègues qui sont crevés mais qui se sont levés pour venir. Merci beaucoup. Et puis à demain, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui disait ça déjà? Jacques Martin. À demain. Ah voilà, c'est ça. Au revoir tout le monde. Merci.